Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Martigues Décrypte dans l'émission Le Son du Peuple. Aujourd'hui, on va parler de démocratie avec un nouvel intervenant. Il s'appelle Ax Guillain. C'est un jeune prof du lycée Langevin à Martigues, un jeune prof dynamique qui écrit sur Mediapart. N'hésitez pas à lire ses articles, mais qui écrit aussi des essais. D'ailleurs, son dernier essai est disponible à l'Alinéa, alors n'hésitez pas à aller l'acheter. Et il s'intitule « Comment les classes dominantes ont détourné le suffrage universel ». Lors de ce premier podcast, Alex va nous parler de démocratie, sa définition, de son évolution, de ses carences, de ses freins, mais aussi des évolutions possibles pour améliorer la parole des habitants, la parole des citoyens, le son du peuple. Allez, on l'écoute. Merci Alex. On parle beaucoup actuellement de crise de la démocratie. Or, qui sait vraiment définir ce qu'est la démocratie ? Lorsque je demande à mes élèves de terminale ce qu'est la démocratie, ils me répondent du tac au tac le vote, puis ça s'arrête là. Dans ces podcasts, on va essayer de revenir sur les différents critères qui fondent la démocratie, et nous allons voir que chacun d'entre eux est menacé. Il est donc plus important que jamais de les avoir en tête, ces critères, pour pouvoir les défendre, les préserver, et soyons fous, les approfondir. Aujourd'hui, nous allons commencer donc par le vote. Entre la Révolution et 1848, la démocratie était largement considérée comme un repoussoir. Donner le pouvoir au peuple, c'était synonyme de chaos et de désordre. Ce n'est qu'en 1848 que le suffrage universel est proclamé suite à la Révolution de février. En janvier, le suffrage était censitaire, c'est-à-dire réservé à ceux capables de payer le cens, un impôt qui représentait plusieurs journées de salaire d'un ouvrier. Cela représentait donc seulement 200 000 personnes, soit 1% seulement de la population en 1830. En mars donc, après la Révolution de 1848, le suffrage devient universel, ce qui donne voix au chapitre à 10 millions de personnes. Mais il reste des exclus. Les femmes, qui n'obtiendront le droit de vote qu'avec l'amendement du communiste Grenier après la Seconde Guerre mondiale, et les peuples colonisés, qui sont jugés également incapables de voter. Il s'agit donc alors, dans les faits, d'un suffrage pas vraiment universel, mais d'un suffrage masculin et métropolitain. Mais c'est déjà un grand pas conceptuel de franchi. Nous entrons dans un système démocratique, c'est-à-dire, selon Jacques Rancière, une définition de ce philosophe que j'aime bien, le pouvoir de ceux qui n'ont aucune légitimité particulière à l'exercer. Mais c'est une démocratie élective, qui consiste à un gouvernement désigné par le vote. Pour les philosophes grecs antiques, ou pour les philosophes même du XVIIIe siècle, ce genre de régime serait appelé une aristocratie, car ça revient en fait à un gouvernement par les meilleurs, désigné par le vote. Pour les Athéniens, la démocratie, c'était une démocratie directe. Le peuple ne confiait pas le vote à des représentants, mais il votait directement les lois. Et certains étaient tirés au sort pour exercer des fonctions spécifiques. On parle alors, après la Révolution française, de démocratie représentative. L'invention de ce terme, juste après la Révolution française de 1789, on la doit au député arlésien Antonel. Mais il ajoutait au vote d'autres critères. La primauté du législatif sur l'exécutif, l'éducation gratuite pour tous, la solidarité avec la création de mutuelles et une certaine décentralisation qui garantit une représentation à plusieurs échelles. Mais peu à peu, le vote a vampirisé la définition de la démocratie avec le travail notamment de Tocqueville, le philosophe Tocqueville. Ça permet finalement aux classes dominantes de figer le régime dans une vision de la démocratie bien restreinte. Ça permet finalement de dire aux classes populaires: vous avez la démocratie, maintenant restez tranquille et votez. Or, notre démocratie, même aujourd'hui, est-elle vraiment représentative ? Comment le peuple, le démos, peut-il se faire représenter sans que les représentants ne lui confisquent, au nom de leur vertu ou au nom de leur savoir, son pouvoir, c'est-à-dire le kratos, ou sa souveraineté ? En fait, les statistiques démontrent que notre démocratie n'est pas représentative. Les CSP+, sont surreprésentés au gouvernement et à l'Assemblée. Sur les 577 députés, il n'y a aucun ouvrier à l'Assemblée nationale, alors qu'ils représentent 15% de la population. Autre chiffre édifiant, en 2017, un tiers des 31 ministres de Macron étaient millionnaires. Cela pose un sérieux problème de représentation. Pas étonnant que ces élus ne défendent que les intérêts des plus riches. On ne peut même pas les qualifier de compétents. Ils bénéficient simplement de préjugés favorables à la bourgeoisie, aux hommes et aux blancs. En quoi un médecin a-t-il un regard plus aiguisé sur la société qu'un plombier ? Pourtant, le premier figure en nombre dans les institutions, là où les seconds sont absents. En quoi une agrégation de lettres donne plus de légitimité à Bruno Le Maire,
à gérer le ministère des Finances. Il ne s'agit pas donc de diplôme qui reconnaît leurs compétences, mais il s'agit simplement d'un microcosme bourgeois qui se reconnaît une aptitude à gouverner par une miraculeuse supériorité naturelle. A l'inverse, être noir suffit à vous discréditer. Pour exemple, les députés Ali Diouara et Carlos Martins Bilongo, qui posaient à côté de Raphaël Arnaud et Sébastien Delogu devant l'Assemblée nationale, sur un banc, ont été traités sur les réseaux sociaux et même par certains représentants de la classe politique, de racailles ou de repris de justice. Pourtant, ça n'était pas le cas. On ne peut même pas mettre cela sous le recompte de leur tenue vestimentaire, puisqu'ils étaient habillés de manière très classique, pantalon de costume et chemise. C'est donc bien leur couleur de peau qui est la cause de ces accusations. Être femme peut aussi s'appeler votre légitimité. Ainsi, Cécile Duflot a été moquée à l'Assemblée pour porter une robe à fleurs, alors qu'elle est sans doute beaucoup plus qualifiée que la plupart des hommes de l'Assemblée. Elle est, en l'occurrence, diplômée d'un master à l'ESSEC. Si l'on prend le problème dans l'autre sens, du côté des votants, notre démocratie souffre aussi d'un déficit de représentation. Aux législatives, on se retrouve régulièrement avec plus de 50% d'abstention. Au présidentiel de 2022, l'élection quand même qui est la plus mobilisante, on avait plus d'un quart des inscrits qui n'ont pas voté. Alors de plus, ce qui rajoute au problème, c'est que cette abstention est différentielle, ce qui crée des phénomènes de surreprésentation ou de sous-représentation. Exemple, un jeune sur deux n'a pas voté, pour seulement 20% des plus de 60 ans. Il y a aussi des disparités territoriales, qui en disent long sur les disparités sociales. 60% des inscrits en Outre-mer n'ont pas voté, 30% en Seine-Saint-Denis, pour 18% seulement de l'Île-de-France. La surreprésentation des personnes âgées peut expliquer, par exemple, pourquoi la thématique écologique est délaissée par les hommes politiques qui lui préfèrent les questions d'identité nationale, de valeurs, etc. Les personnes âgées constituent une part du marché électoral beaucoup plus intéressante. La non-représentation des milieux populaires et des périphéries justifie finalement leur non prise en compte dans les programmes politiques. Et par un phénomène de cercle vicieux, en rétroaction, ils se désintéressent de la vie politique qui ne semble pas les concerner. Donc en conclusion, il faut voter, mais ne pas oublier que les abstentionnistes ont des bonnes raisons de déserter les urnes. Ils sont exclus de la vie politique. Tout est fait pour leur faire penser que la politique n'est pas pour eux. Aussi, j'ajoute qu'ils sont très mal informés par une école et des médias, somme toute, très défaillants, mais c'est une autre histoire. Alors, quelle solution pour une démocratie plus représentative du peuple dans toute sa diversité ? D'abord, on peut jouer sur le mode de désignation des représentants. On peut recourir au tirage au sort, comme dans la démocratie originelle à Athènes, ce qui donne à tous autant de chances d'être désignés. On peut imaginer des assemblées ad hoc, comme l'a fait Macron sur des sujets spécifiques, avec la Convention citoyenne sur le climat, sur la fin de vie, puis bientôt sur l'éducation. Il s'agit d'organiser un panel représentatif de la composition sociale du pays en tirant au sort des représentants dans toutes les composantes de la société. Ces citoyens sont éclairés par des experts du sujet concerné, qui leur présentent leurs recherches, puis ce sont les citoyens qui prennent directement les décisions. Mais à la différence de ce qu'a fait Macron, il faut donner un réel pouvoir à ces assemblées, au lieu qu'une personne décide in fine, de manière arbitraire, de ce qu'elle retient ou de ce qu'elle rejette. En l'occurrence, pour la Convention sur le climat, c'est plutôt de ce qu'elle rejette. On pourrait être plus ambitieux encore et remplacer le Sénat par une assemblée de citoyens tirés au sort. Il faut savoir que le Sénat a été pensé comme une chambre haute qui permettait de ménager les nobles et de préserver le pouvoir de notabilité locale. Aujourd'hui, le Sénat surreprésente encore les campagnes et les personnes âgées, et il demeure une assemblée très conservatrice. Autant le remplacer par une assemblée plus représentative. Et le tirage au sort, par exemple, permet d'échapper aux biais électoraux comme tous ceux qu'on a vus juste avant, c'est-à-dire le mépris de classe, le racisme et le sexisme qu'on a pu constater. Si l'on tient au système électif, l'économiste Julia Cagé a proposé un système électoral très intéressant reposant sur la parité sociale, comme on a imposé la parité entre les hommes et les femmes.
Les candidats seraient obligés de proposer des listes composées de diverses composantes sociales suivant des quotas. Cela permettrait de préserver la liberté de choisir les représentants qu'on souhaite, tout en ayant une assemblée plus représentative de la composition sociale du peuple. Alors plus simplement, il faudrait aussi généraliser le scrutin de liste proportionnel, comme ça a lieu aux élections européennes. Cela aurait plusieurs effets bénéfiques. D'abord, ça permet d'éviter la personnalisation, voire même la pipelisation, l'attente toujours décevante d'un homme providentiel comme au présidentiel notamment. On voterait plus pour des idées, en faisant appel à notre raison, plus que pour une incarnation qui privilégie toujours le même type de personne et fait appel à des émotions et à des préjugés. Aussi, avec la proportionnelle, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on pourrait amener vers les urnes des personnes aux opinions minoritaires, sûres de perdre dans un scrutin majoritaire, qui seraient enfin représentées proportionnellement à leur poids dans la population. Avec toutes ces mesures, on pourrait aller donc vers une démocratie plus représentative. Mais changer le mode de désignation des représentants n'est pas la seule piste pour redynamiser la démocratie. On pourrait aller vers des formes de démocratie plus directes. Les Gilets jaunes, par exemple, ont imaginé le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Le peuple serait directement à l'initiative des lois, sans passer par la validation du Parlement. On pourrait également donner un réel poids institutionnel aux pétitions, en obligeant le Parlement à mettre à l'ordre du jour les sujets proposés par ces pétitions. Alors il faudrait fixer des seuils beaucoup moins élevés que ceux qui sont fixés aujourd'hui pour que cela soit réellement faisable. Enfin, pour une démocratie plus directe, on pourrait recourir régulièrement à des votes locaux sur des sujets locaux, à l'image de la hausse du prix de stationnement des SUV, décidée par un vote direct des Parisiens à l'initiative de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Enfin, il me semble impératif, pour redonner confiance aux citoyens, à ses représentants, de leur donner de la possibilité de révoquer les élus qui ne les satisfont pas et qui s'assoiraient sur leur programme. Cela contraindrait les élus à respecter leur programme et pourrait donc ramener les citoyens circonspects vers les urnes. Pour finir, je pense qu'il faudrait une réflexion plus globale que des changements institutionnels, et j'ajouterais donc qu'il faudrait une éducation et une information de qualité sur la vie politique qui donnerait aux citoyens une réelle compréhension des enjeux. Mais cela est le sujet de podcast de camarades et sera le sujet de notre podcast sur les médias. A bientôt sur Martic Décrypte. Au revoir.